Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il a été enregistré à l'occasion du premier anniversaire d'À Poil en live avec Stéphane Jego. Mais c'est extrêmement important justement d'avoir cette organisation vraiment militaire pour pouvoir arriver à faire ce vrai bordel organisé et pouvoir développer justement cet esprit de liberté. On peut créer notre liberté, on peut aller dans notre liberté parce qu'on a justement des bases qui sont soudées. Tu peux pas te dire, oh, je vais faire ma liberté à droite. Non. Mais tu peux prendre même un Picasso, dans sa tête, il peut être dingue, mais quelque part, les règles, elles sont les règles. Pourquoi Stéphane ? Parce que sa façon de tracer sa route avec détermination et sans concession symbolise bien les parcours que je souhaite mettre en avant dans ce podcast. Rares sont les chefs si entiers, généreux, vivants. Depuis 25 ans, il est à la tête de l'Ami Jean, fascinante auberge des temps modernes où il cuisine sans autre dogme que des régalés. Depuis quelques semaines, il a aussi posé ses casseroles sur les Champs-Élysées au sein du resto éphémère du Grand Contrôle, où il nous soigne avec une vraie cuisine à pas cher. Avec Stéphane, nous avons parlé de transe, de jambes cassées, de bordel et de carcan. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour mademoiselle. Merci de nous recevoir dans ta tanière pour les 1 an du podcast. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci à tous d'être venus. C'est un épisode particulier parce qu'on enregistre en live avec des auditeurs qui sont venus. Merci à tous d'être là ce matin. Stéphane, je savais que tu étais un bon cuisinier. Je suis venue à Grande Contrôle, ça s'est vraiment confirmé à Grande Contrôle parce que je trouve que là-bas, ça m'a vraiment bluffé ce que tu fais, des plats à 15 € avec des super produits vraiment cuisinés avec un four et une plaque. C'est un vrai défi. Le défi était vraiment d'arriver à nourrir la masse, c'est pas du tout péjoratif, c'est de donner aux gens qui le midi n'ont ni le temps, ni l'envie, ni vraiment peut-être la connaissance ou vraiment simplement la curiosité, d'arriver à donner du plaisir, du bonheur et simplement un petit moment de vie comme ça, avec des produits faits et concentrés sur des artisans, des producteurs, des éleveurs. C'était d'arriver à donner une identité vraiment, tout ce que tu vas ingérer a une identité derrière. C'est d'arriver à dire, voilà, est-ce qu'on est capable, nous, petites gens, de se réunir, se fédérer, on va dire intelligemment, pour nourrir le maximum de personnes. C'est un gros défi et tu sais pas encore si ça va marcher ou tu sais déjà... Les coûts, si on peut parler le côté économique, si tu veux, c'est sûr que les coûts ne sont pas les mêmes coûts qu'à la Mijan, mais on a fait en sorte d'épurer complètement. C'est des grandes tables en bois, des assiettes mises sur les tables. Il y a les huiles d'olive de Cailloz, il y a les vinaigres de chez famille de Bagnous, de chez Natou. Donc, si tu veux, les gens ont des codes aussi visuels où ils n'attendent pas qu'on leur emmène, voient ces codes-là, prennent, se servent. Moi, je me suis rapproché un peu de tout ce que les Chinois faisaient, si tu veux, de tout le côté asiatique font, que tu vas manger à la... Le fast-food. Le fast-food asiatique, tout simplement. Et puis, le fast-food, tu vois, je me suis également inspiré de ça. Parce que McDo, Flunch, Starbucks, là, comment eux... Ils ont arrivé à faire vraiment du volume en nourrissant les gens. Après, peu importe ce qu'ils mettent dedans, les débats sont lancés, peu importe, c'est pas ça le problème. C'est comment ils ont réussi à emmener une organisation logique pour nourrir le maximum de personnes. Tu vois, rien que je vois le gobelet là marqué le nom de la demoiselle, tu vois, nous c'est des codes, c'est pas des gobelets marqués le nom dessus, mais c'est des bips ou c'est des noms marqués sur les commandes. Enfin, c'est plein de petites astuces que j'ai piquées, tout simplement, que j'ai volées à toutes ces grandes enseignes, que j'ai réadaptées avec des martingales à moi personnellement, sur des techniques de cuisson, parce que ça c'est très très important, parce qu'on est capable d'arriver à faire sans couvert en servant du poisson, mais pas du poisson pané, pas du poisson congelé, pas du poisson qui est archi cuit, du poisson qui est translucide, qui est vraiment une cuisson parfaite, que je sers également ici, de la même façon. C'est toutes ces martingales-là qui sont importantes. Donc, c'est toutes ces années de travail, de recherche,
que j'ai concentrées dans un lieu. J'allais venir aux techniques de cuisson, c'est vrai que tu as un four, une plaque à induction, tu arrives à sortir des trucs de fou. C'est vrai que le pari en plus était un peu... Parce que c'est vrai que financièrement parlant, alors c'est vrai qu'on était un peu limité parce que c'est un projet éphémère et c'est pas proprement dit de monter un restaurant, c'est monter un état d'esprit. Donc on peut pas faire tout et n'importe quoi et puis l'argent ça pousse pas sous les cailloux inévitablement. Donc on travaille avec Grain Control, donc on a mis en place également eux avec leur technique de récup, etc., leur technique de débrouille. C'est pour ça qu'on a réussi à emmener toutes ces techniques là pour pouvoir monter ce projet. Et c'est des techniques que tu as expérimentées dans ton restaurant. Tu m'avais raconté qu'il y a des techniques de cuisson qui sont nées de la chaleur qu'ils faisaient dans ta cuisine avant que tu la refasses. Parce que ce qui est intéressant, si tu veux, ce que tu dis là, c'est que ici dans la Mijan, on est à 55 places assises. Pendant 10 ans, on a fait quasiment, pour arrondir, 200 couverts jour. D'une régularité monstrueuse. 200 couverts jour, quand tu vois la cuisine là, tu te dis putain, c'est une cuisine de palace. Mais à l'époque, la cuisine, même en plein hiver, il faisait 50 degrés dedans. Donc, c'est pas une blague. Hein. Et non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Et c'était un couloir très vétus, etc. Bref. Mais c'était la cuisine que j'avais créée il y a 15 ans, avec les moyens qu'il y avait. J'avais adapté ça en réfléchissant à la cuisine pour travailler tout seul. Ce qui était à l'époque, ce qui est maintenant pour moi stupide, et ce qui a été à l'époque logique, parce que c'était tout un environnement qui était différent. Et c'est vrai que toutes les techniques de cuisson, par exemple, à température ambiante, où tu pouvais approcher au-dessus du four à 70 degrés, et là maintenant, j'utilise des températures de 78 degrés pour avoir justement ces températures pour cuire les poissons, etc., pour faire toutes ces matières d'évolution. Alors j'ai réadapté tout ce que j'avais dans ma cuisine à température ambiante dans des fours maintenant qui sont vraiment pointus. Donc j'ai pu transposer ça, ce qu'on faisait ici, sur un certain volume, à un lieu où justement on fait vraiment du volume. C'est pour ça que ça c'est intéressant si tu veux. C'est de vraiment ne pas se limiter à se dire alors, on ne peut pas. Si on peut, par exemple des légumes. Au lieu de cuire des légumes, avoir 50 tonnes de personnel à couper des légumes à la main ou alors d'avoir des machines, non. Les légumes, on les cuit entiers, on les rôtit entiers. On a monté une légumerie avec Christophe Latour qui est dans le Lot-et-Garonne. Ça va du champ à la légumerie. Les déchets, ça va dans un haras qui réalimente le champ. Et nous, on reçoit les légumes dans des poches biodégradables, sous vide. Le légume est juste parfait. On n'a plus qu'à le prendre, le mettre dans certaines techniques de rôtissage, de pochage, et ensuite le légume on le prend, on le sert entier, on n'a plus qu'à juste un petit coup de fourchette dessus le servir. Donc si tu veux, on a monté ça, c'est toute une réflexion écologique, c'est une réflexion aussi éco-responsable par rapport aux déchets. C'était aussi comment arriver à nourrir cette masse de personnes avec une traçabilité. Le plus compliqué qui a été à faire, c'était d'arriver à se dire, on va utiliser des bas morceaux pour les coups, on va utiliser des muscles peu nobles pour les coups, mais sauf que comme chacun sait ou pas, dans une bête, il y a deux joues, il y a deux palerons, etc. Donc tu vois, alors si tu veux se dire, alors je vais me faire 100 personnes, mais je vais mettre de la joue de bœuf. 100 personnes, il va falloir en tuer un paquet, il va falloir tuer 50 bêtes pour prendre deux joues. Donc là, tout ça, c'était pas possible. Ou alors, c'était possible à une seule condition, c'était de pervertir ce qu'on voulait faire et pervertir le message qu'on voulait donner. C'est qu'on aura été obligé de se rapprocher des groupes, des industriels, des entreprises comme Bigard, ou passer sur les abattoirs, bref. Et c'était pas du tout le message, c'était pas du tout la volonté. Donc c'était l'idée d'aller au paroxysme même de ce qu'on pouvait faire. Donc on s'est approché. Donc toujours pareil, c'est la complicité d'amis, c'était vraiment cette relation de confiance. Donc entre Eric Hospital, entre Cyril Bedou qui est dans le Pays Basque, qui est un ami à moi avec qui on travaille sur des bêtes. Lui, il s'est entouré d'une multitude vraiment d'éleveurs où on fait tuer des bêtes par rapport à ce qu'on veut, des veaux, des agneaux, etc. On regarde simplement une chose, c'est la qualité. Mais on regarde pas le muscle proprement dit. On fait un sauté de veau blanc de qualité. Et on choisit toutes les personnes qui ont besoin de tuer leur veau à ce moment-là, et nous on leur garantit de les prendre. Avec Anne-Laure, une amie à moi pareil, qui a une exploitation, son frère, d'autres personnes dans toute la France. Donc on se sert vraiment du territoire pour piocher à droite à gauche tout ce qu'on a besoin. Et non pas de dire à 3 ou 4 personnes, maintenant on vous garantit que pendant 10 mois vous allez être les rois des nababs, faites-nous de l'élevage, et au bout de 10 mois, on vous crève parce qu'on n'a plus besoin de vous. Non, c'était justement, on a été à l'inverse de tout ça. Donc
on s'est rapproché de différentes choses pour pouvoir cuire, pour pouvoir alimenter notre production, que ce soit la Mijan ou d'autres choses. Et c'était justement ça qui était intéressant, c'est de s'entourer vraiment d'un nombre vraiment presque extravagant par rapport à ce qu'on veut faire. Mais je pense que c'est ça qui est logique. C'est pas d'en prendre 2, c'est d'en prendre 30. Et bien justement, quand tu en prends 30 personnes, s'ils font 100 bêtes, ben, tout de suite, l'équation, elle est différente. Tu vois, c'est d'aller dans cette logique-là. C'est de contrecarrer un petit peu une logique, veut dire, industrielle, où tu en prends 3-4, tu les pressurises, tu leur tires les prix, et surtout également, ça, en parlant de prix, ce qui était extrêmement important, c'est que chaque personne, par exemple, comme des gens comme Éric Roy, qui sont des spécialistes dans les mini-légumes, qui ont la quintessence même du légume, c'est pas leur dire je vais travailler avec toi, mais je veux que tu baisses tes prix, mais je veux regarder ce que tu fais autrement. C'est pas dire que tu as un cahier des charges où ton légume doit être comme ça. Ben, si tu as des légumes qui sont un petit peu plus grands ou un petit peu plus gros, mais avec une qualité similaire, moi ça m'intéresse. Mais je les veux au prix juste. C'est-à-dire que s'ils ne rentrent pas dans le cahier des charges, il y a un prix qui est adapté par rapport à ça. Donc c'est toute cette philosophie-là, et c'est tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir alimenter justement un contrôle aux Champs-Élysées. C'est d'où là la traçabilité vraiment ultime de ce qu'on veut faire. Donc voilà, tu vois. Bon, c'est un travail j'ai mis 6 mois à monter le projet. Au moment où j'ai dit OK, au moment où j'ai creusé, puis je l'avais déjà en moi ce projet, parce que je voulais pas monter un autre restaurant. J'ai assez d'un restaurant, parce que les amis Jean, je pourrais honnêtement, et sans présent, pour en monter maintenant partout. C'est pas le but du jeu, parce que ça m'intéresse pas. Il y a, c'est du copier-coller, c'est pas du tout. C'était de monter vraiment un projet bien précis, qui n'avait pas été monté pour justement nourrir le plus grand nombre de personnes avec des prix justes. C'est sûr que... Alors t'as des gens qui disent ouais mais c'est cher pour la street food, mais on te demande pas de savoir la street food c'est quoi, c'est de manger dans une barquette ou manger dans la rue. Mais après, c'est pas les prix qui communiquent ce que tu dois manger, qui communiquent ce que tu dois être. C'est par rapport à comment tu le fais, l'état d'esprit que tu veux faire. C'est ça, tu vois, il y a tout. C'est pour ça que souvent les gens sont figés par les mots. Mais non, la street food, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la street food. Non, tu vois, donc c'est arrivé aussi à bouger certains codes et certains états d'esprit. Donc c'est 6 mois de travail et toute une vie de cuisinier quasiment. Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. C'est parce qu'on a toujours, c'est vrai que le leitmotiv de ce que je veux faire, c'est toujours défendre le petit contre le gros. Ah, ça a toujours été un peu Don Quichotte contre les moulins à vent. Mais c'est vrai que fur et à mesure de rentrer dans cette ligne-là et de pas déroger à ça, on est rentré au Collège culinaire de France, etc., etc. Et c'est ça qui est important, c'est de redonner, si tu veux, les lettres de noblesse aux gens et de leur donner leur pouvoir d'eux-mêmes. Et de montrer la valeur de ce qu'ils sont capables de faire, humainement parlant, professionnellement parlant, et surtout ce côté solidaire. Donc c'est tout ça que j'ai voulu, moi, adapter au Grain de Contrôle, aux Champs-Élysées. Je voulais revenir sur la genèse, ton histoire. Comment t'es arrivé en cuisine? T'étais un cancre à l'école? Non, je n'étais pas un cancre, non, j'avais un intellect particulier. Tu t'es fait... S'il te plaît. T'es arrivé en cuisine, en apprentissage à 14 ans? Je suis sorti de cuisine, je suis sorti de l'école à 14 ans. Ouais, on peut qualifier ça de cancre, mais ça ne m'intéressait pas spécialement. Et c'est vrai que l'intellect que je pouvais avoir, il était autre que était différent que le côté scolaire se posait. Ça m'apportait rien, si tu veux. Ça t'intéressait pas? Non, je faisais mes devoirs à 5-6 heures du matin, parce que j'ai toujours eu problème à dormir. Donc si tu veux, tout ça, c'était un peu... Bref. Et je suis entré en apprentissage, et moi, je qualifie mon apprentissage de l'apprentissage de voyou. L'apprentissage vraiment qui est à l'encontre même de tout ce qu'on peut défendre et de tout ce qu'on est maintenant et de tout ce qu'on... Je fais en sorte d'aller contre ça. C'est en 2 mots, tu prends un gamin de 14 ans qui, là, tu le rentres en apprentissage et tu vas lui mettre des grandes tartes dans la gueule parce que le poivre il est à gauche, parce qu'il n'est pas à droite, simplement parce que l'ouvre-boîte, que la personne a été à métro chercher les boîtes pour ouvrir ça, pour faire les salades de tomates, des conneries, tout ce que tu veux. Voilà, donc je considère que tu apprends à quelqu'un un métier, tu apprends surtout à 14 ans à continuer à vivre, tu squeezes le truc. Donc moi j'ai un caractère un peu particulier qui permet de me mettre des carapaces et puis encaisser, et puis du moment où je dis stop, je pars, terminé. Donc j'ai eu mon CAP, à 15 ans j'étais chef de la cuisine, c'est pour vous dire que c'est un sacré chef. Franchement. T'étais à Lorient, c'est ça? J'étais au Pouldu, c'est pas à côté, ouais. En Bretagne. En Bretagne. Donc si tu veux... T'avais choisi la cuisine ou on t'a envoyé? Pour moi c'était un choix. C'était un choix. On voulait me mettre en ferronnerie d'art. Ah oui? Ouais, qui est un super métier, mais si tu veux, je vois Mario qui est là-bas, que Mario tu lui donnes un marteau, une tondeuse, n'importe quoi, il est bricoleur. Moi tu me donnes un marteau, je te tue. Donc,
Heureusement que t'allais en cuisine. Ouais, mais oui, parce que si tu veux, mon père était boucher, charcutier, moi j'allais à la ferme avec lui, on tuait des bêtes, j'avais 2, 3 ans, 4 ans, j'étais derrière lui, j'étais avec lui, donc ça a toujours été, si tu veux, pour moi quelque chose de naturel. À la maison, on plantait, on avait tout, ma mère est issue de l'agriculture, enfin bref, si tu veux, quelque chose c'était naturel, donc c'était aussi, quand tu rentres en apprentissage, c'est là justement le paradoxe, c'est que tu sors d'un environnement où tu vas pas à la plage si tu n'écosses pas les petits pois, et d'un seul coup tu rentres dans un soi-disant contexte professionnel où tu prends des grandes tartes dans la gueule parce que tu n'as pas donné l'ouvre-boîte. Donc tu vois, mais j'avais une telle volonté de pouvoir travailler, je sentais que le fait de travailler pour moi c'était la liberté, que tu squeezes certaines choses, et puis à 14 ans t'es pas spécialement très malin, et donc voilà, et tu continues, jusqu'au moment où tu dis c'est pas possible, stop, terminé. Quand est-ce que tu as eu la révélation de la vraie cuisine ? Quand je suis monté à l'armée. J'avais une tante. À Paris. J'avais une tante qui dispatchait à l'époque, qui était la femme la plus gradée de France, qui dispatchait les gens un peu partout, que ce soit les troufions, les gens, enfin les personnes pour faire le service militaire. Elle m'avait placé au mess des officiers à Saint-Germain-en-Laye. Et du coup, toujours cette volonté de travailler. Et puis là, j'étais dans une structure où les mecs ils bossaient comme des oufs. On bossait vraiment comme des oufs. Autant qu'on peut bosser dans le civil. Mais c'est hyper intéressant parce que tu touchais des produits de malades, etc. T'avais que des mecs qui sortaient de grandes maisons. C'est-à-dire Crillon, Ritz, enfin tout. Et ça bossait. Et c'était pareil, c'était une unité soudée. Parce que comme tu es en cuisine, dans le civil, et on a fait des trucs de dingue. On faisait des trucs de dingue. Et ça m'a. Voilà. J'ai dit putain, c'est ça. Avec quel âge ? T'avais 18 ans ? 18 ans. Ouais, et là, tu t'es dit, ça y est, c'est vraiment ça. Tu vois une autre facette de la cuisine. Ouais. Et après, j'ai quitté ça. J'ai fait 6 mois dans la maison Ediard. Parce que à Paris, je connaissais personne. Je suis monté. On était 2 à monter. Il y avait mon épouse, qui était. On s'est connus, on avait 17 ans. Donc on est montés tous les 2 à Paris. En dodoche ? Même pas, en train, non, simplement. En train ? Ouais, parce qu'on n'a pas de permis, très cher. Et je suis pas très vélo. Et du coup, on est monté. Elle sortait de bac pro comptabilité. Elle a trouvé un job. Et puis voilà, on a construit tout ça comme ça. Après, je lui ai demandé de me faire un CV. Où j'ai mis. C'est pour ça que je regarde jamais les CV, parce que je pense toujours au mien. Où là, je pense que j'aurais pu être Macron à l'heure actuelle. Tellement le CV était énorme. Finalement, j'aurais eu les gilets jaunes derrière mon cul, pareil. Donc c'était un truc de dingue. J'étais rôtisseur, saucier, poissonnier, charcutier. Enfin, j'étais tout. Et on a rendu. T'as envoyé à tout le monde. Ah ouais, j'ai emmené, mais je pense que j'ai dû emmener à toutes les maisons de Paris. Et tout est parti à la poubelle. C'était très corporatiste à l'époque. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Fallait vraiment être recommandé. Ouais, bien entendu. Puis en plus, moi, je sortais pas du tout de. Moi, je connaissais, quand je te dis, tu me parlais de 3 étoiles Michelin de macarons. Pour moi, c'était les gâteaux. Donc, c'est pour dire d'où je viens. Il a fallu travailler. Il y avait des chefs que t'admirais ? Pas spécialement, tu vois. Tu connaissais pas ? Enfin, c'était un univers que tu connaissais. Moi, j'ai commencé vraiment à rentrer dans ces côtés étoilés, grande maison, quand je suis sorti vraiment de l'armée, tu vois. Et où je me suis rapproché. Enfin, j'ai Maximin qui m'a toujours, si tu veux, par rapport à sa liberté, son caractère, et qui m'a toujours, tu vois, plus inspiré. Ouais. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer M. Condebord à la Régalade en 92. Qui a fondé, lui, la bistronomie. Est-ce que tu veux nous raconter comment il t'a appelé ? C'est simple. Monsieur Constant, 2 étoiles Michelin au Crillon, où Monsieur Condebord était son second. Le CV, bien entendu, était tombé au Crillon, parce que vu qu'il était partout, sauf qu'il était parti à la poubelle également. Et Monsieur Condebord l'appelle, et la coïncidence fait que, à ce moment-là, il venait de jeter le CV. Et Monsieur Constant lui dit, tiens, j'ai balancé un CV à la poubelle, c'est un breton. Et lui, les bretons, c'est des têtes de con, il va tenir. Et je suis resté 12 ans avec lui. Vois, effectivement, t'as bien tenu. Et quand je me suis présenté à lui, enfin il m'a appelé, et je comprenais rien de ce qu'il me racontait, et je suis venu me présenter. Et j'ai vu quelqu'un qui frottait un agneau, tu vois, qui était tout seul dans sa petite cuisine. Il était tout seul à l'époque ? Ouais. Ah ouais. Il était tout seul dans sa petite cuisine, il frottait un agneau, et il me dit je préfère frotter l'agneau que de le piquer, etc. Je comprenais rien de ce qu'il me racontait. Et il y a un truc qui s'est passé, comme un coup de foudre avec une demoiselle. Et puis on est resté 12 ans, voilà. Puis là, c'est mon père spirituel. Je suis toujours, voilà, tu vois. C'est toujours le propriétaire des. Là, il a vendu, non. Et là, ici, il m'a aidé également, moi, il y a 15 ans, à acheter la Mijan. Donc, on a fait un deal comme ça se fait beaucoup dans notre cercle à nous. Et avec 3 amis, dont lui, ils ont acheté les murs et moi, j'ai acheté le fond de commerce. Ça m'a permis de m'installer. Tu as vécu les prémices de la bistronomie avec lui.
C'était comment c'était la révolution. C'était comment les prémices de la bistronomie où vous avez dit on sort la grande cuisine des palaces. Demande à quelqu'un de créer la bombe nucléaire. Donc le gars, il crée la bombe nucléaire et son bras droit, il sait pas ouvrir une boîte. Il sait ouvrir une boîte. Voilà, tu vois. Donc tu vois et on est deux. Donc t'étais tout, t'étais. Ouais, on était deux. Oui, j'ai été second de suite. Je suis passé apprenti. Un an après, j'étais chef, et après, j'étais second. J'ai pris les étapes, si tu veux. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours été son second, parce qu'on était deux dès le départ, et puis après, moi, Mais c'était oui, c'est pour ça qu'on donne la possibilité à tout le monde, nous, maintenant, de venir de rentrer dans ce métier. On en parlait avec un jeune homme qui est face à moi tout à l'heure, et c'est vrai qu'on donne la possibilité aux gens de rentrer dans ce métier, parce que justement, par rapport à mon expérience à moi, où tu arrives de rien, mais avec la volonté, et justement vraiment de dire, voilà, écoute, je vais y aller, c'est comme ça. Et tu crées ce que tu es, tu te mets des carapaces, t'avances, et tu arrives à peu près à faire ce que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile, donc on prévient les gens, on explique les parcours, ce que ça doit être, parce que notre métier maintenant, c'est vraiment la boboisation parisienne et le côté télévisuel des choses qui attirent les gens, plus que la réalité. Mais c'est un mal ou un bien ? De la façon que c'est fait là, c'est un vrai mal, pour une raison précise. Quand la télé est arrivée, quand M. Condebord a fait la télé, quand ça commence à vraiment sortir, que tout le monde est devenu un peu des rockstars, tout le monde a dit, c'est génial, ça va remplir les écoles de cuisine, ça va remplir vraiment notre métier, parce qu'on était en manque de personnel. Sauf que la perversion de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on montre à la télé, et qu'est-ce qu'on montre dans ce côté boboïste parisien, le final, si tu veux. Oui. Mais avant d'arriver à une belle assiette, ou avant d'arriver à un truc, c'est de l'émotion, c'est magnifique, c'est beau, et la pince à épiler dessus, c'est derrière. C'est une régularité de tous les jours. Si tu veux le faire dans les règles de l'art, le veau il arrive entier, l'agneau il arrive entier, les patates elles sont pas sous vide, c'est pas du congelé, c'est tout ça. C'est de respecter les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, la pêche, etc. Si tu veux vraiment faire notre métier comme il doit être fait, après la graduation de notre métier, c'est commencer comme je commence, où tout le monde est capable de le faire. Tu vas à Rungis, tu prends un petit chariot, tu remplis, tu arrives dans une structure, tu ouvres tout avec des ciseaux, tu es cuisinier. Non mais après, tout dépend de la graduation que tu veux faire. C'est pour ça. Si tu veux, rien n'est négatif. Mais donc, dans ces cas-là, il faut être clair avec le client, il faut être clair avec soi-même, et pas pervertir la chose, et pas tromper. Tu vois ? Donc, peu importe, tu ouvres des boîtes, c'est ton problème. Mais dans ces cas-là, tu le dis, et tu le fais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu veux, ça a été négatif, et ça a été vraiment le côté pervers des choses, c'est qu'on a une multitude de personnes qui font des études, qui perdent tout essence de leur métier, tout essence de leur vie, et tout essence de ce qu'ils ont envie de faire. Ils voient notre métier, c'est des paillettes, le machin, c'est beau, tu vas en restaurant, tu fais à manger à maman, tu fais à manger aux copains, tout le monde te dit, t'en as marre ton métier, mais viens cuisiner, regarde ce que tu fais, c'est génial. Mais quand on les reçoit, nous, après, et qu'on leur dit, ok, il n'y a pas de souci, on te donne ta chance, on te prévient, c'est ça. J'en ai un qui a quitté l'établissement il n'y a pas très longtemps encore, parce qu'on te dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout est génial les premières semaines. Au bout de la première semaine, on voit le gars, il est décomposé, on dirait c'est un autre lui-même. La deuxième semaine, il finit aux urgences. Pas parce qu'il y a la pression, parce que physiquement aussi, mentalement également. Et puis c'est un autre rythme, c'est une autre façon de penser. Ton esprit, il aborde autre chose. Donc c'est pour ça. Ouais. Et les émissions ne montrent pas ça. Non, les émissions ne montrent pas ça. C'est pour ça que je pense que c'est très important de donner la chance à tout le monde. Parce que nous, on le fait dans une multitude de façons. Je m'occupe de la résidence, de Réfugiés Food Festival. On fait en sorte de réinsérer des personnes en difficulté dans la société française par le biais de la gastronomie. On donne la chance à des jeunes hommes comme Hugo qui est face à moi. Mais on prévient vraiment. Avant, je disais, allez, vas-y. Et puis, je faisais en sorte un peu de faire comme moi j'ai fait. Et je me suis aperçu que là, c'était vraiment extrêmement négatif. Et moi, ça me permettait pas d'avancer. Je perdais trop d'énergie par rapport à ça. Donc maintenant, je fais un audit vraiment très particulier, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, où c'est très simple, c'est entre 4 yeux, une explication très claire, une visite en cuisine, 2 jours d'essai, et après, si là je sens qu'il y a un truc qui fait que, on dit ok, mais sinon ça marche pas. C'est un plaisir ou c'est un devoir ?
C'est les deux. Cette transmission. C'est les deux. C'est les deux. Bien entendu. Toi, la grain contrôle aussi, les conditions de faire ça, c'était également si ça servait à réinsérer les gens. Parce que l'application que je fais maintenant depuis 3-4 ans avec Réfugiés Food Festival, c'était justement une application à mettre ça au grand jour de ce que je faisais ici. Ici, on a toujours fait en sorte que la cuisine serve, on va dire la restauration serve à te réinsérer dans ce monde. Parce que tu vis qu'une fois sur Terre, on peut parler autant qu'on veut, blablater autant qu'on veut, mais quitte à faire pas passer à côté de ce qu'on est. Tu vois, il y a assez de problèmes comme ça. C'est une jambe cassée qui t'a amené à ouvrir la Mi-Jean ? C'est une jambe cassée qui m'a ouvert la Mi-Jean. J'ai des parcours un peu particuliers. Ils vont dire il est cinglé celui-là. Vous avez pas tort. Non, c'est parce si tu vas à la Régalade, on avait une activité où on était à 10 000 km/h H24. Et on a notre vie qui était créée autour de tout ça. Les amis, qui sont toujours... on était vraiment... C'était une bande de frères, où on est toujours une bande de frères. C'est pour ça que nous, on n'a jamais été une corporation... on n'était pas le côté corporatif, côté associatif, ou le côté il faut créer des labels, ou il faut se congratuler. Maintenant, nous, on était une bande de potes qui avaient vécu ce qu'ils avaient vécu. Moi, eux, ils avaient déjà commencé à vivre ensemble par rapport à être commis, apprentissage. Moi, je suis arrivé avec eux en 92. Je suis rentré avec eux parce que justement il y avait cette volonté. Là, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Mais la volonté du travail et de respecter les trucs. Et cette jambe cassée cette jambe cassée m'a fait passer de 100 000 km/h à rien. À cause d'un taxi qui a été comme un gros con, qui a reculé au lieu d'avancer, qui m'a percuté, fracture ouverte, tibia péroné. Je me suis retrouvé sur le pont d'Austerlitz, la tronche ouverte. Bref, c'est comme ça. C'était pas le bon moment. Tu te poses, tu réfléchis et tu dis que tu vas ouvrir ton endroit. Je mûris différemment, je côtoie des gens différemment, puis c'était le moment. Comme c'était le moment de partir de l'apprentissage où il fallait partir, c'était le moment. Et M. Condor m'a aidé à... Voilà, tu voulais t'exprimer ? Pas spécialement, moi j'ai toujours travaillé pour ma liberté. Tu voulais ta liberté. Si tu veux, c'est le paradoxe, quand tu leur dis ça aux gens, ils disent ta liberté de quoi ? Tu es tout le temps ici. Tu passes 20 ans par jour à bosser, ta liberté c'est quoi ? Justement, j'ai la liberté de faire ce que je veux, quand je veux et comment je veux. Toi là, il y a Patricia quand vous êtes arrivé qui m'a emmené des assiettes. Toi, toute ta assiette là-bas, t'as pas une assiette qui est pareille et t'as pas un mec au monde qui peut se vanter d'avoir ça. C'est des pièces uniques faites à la main. Et cette liberté-là, l'assiette, elle vaut, je sais pas, moi, t'as la petite assiette qui doit valoir 50, 60 euros. Nous, dans un bistrot comme on est, on va dire un bistrot de merde, là, estampillé, basque, etc., tu peux te permettre ça parce que t'apportes cette liberté-là. Tu vois, c'est ça qui est extrêmement important. Et cette liberté, elle est là. Si j'ai envie de faire aujourd'hui du turbo et demain de l'oreille de cochon, je fais ce que je veux. Là, t'avais envie de faire ce que tu voulais. Voilà, et puis c'était le moment où j'avais basculé sur autre chose, où je ne pouvais plus revenir en arrière. Par rapport. C'était simple. Ouais. C'est l'évolution de la vie. Comme j'ai fait pendant 10 ans, où on a fait quasiment 200 couverts jour, tous les jours, non-stop. Mardi, samedi, métronome, jour ouvert. C'était une volonté de dire, et en changeant la carte tous les jours, en changeant tous les jours, c'était faisant de la haute la bistronomie, de la haute gastronomie, du terroir, du risque, tout était un multipote de plein de choses. 10 ans arrivés, au jour, pile, j'ai dit stop, on arrête. On a mis 40 couverts à la poubelle, on n'a pas augmenté les prix, on a travaillé différemment. Je me suis dit, voilà, maintenant on va mettre tout ce qu'on a creusé, tout le temps qu'on a investi dans autre chose. Dans la réinsertion sociale, dans la défense pour les producteurs, etc. etc. Quand tu as ouvert, tu as continué dans cet élan bistronomique. Comment tu as trouvé T'as réussi à trouver ton style là-dedans? J'ai pas de style. Ta liberté, c'est ton non-style. Voilà, c'est ça. J'ai pas de style. J'ai pas de style. C'est ça justement on est le côté journalistique. Non, mais ou ton envie, tu vois, ton envie. Non, mon envie c'était simple. J'ai pas de. Toi, là, on est en train de discuter. Je sais même pas ce que je vais te faire à manger tout à l'heure. On a des bases, et voilà. Là, je vais faire en sorte que Toi, hier, on en parlait avec Lisa, qui est ma chef. On fait un poulpe là avec des petits haricots mojettes, etc. Et elle me le fait d'une façon à elle. Et je dis, mais non, je le fais pas comme ça. Je le goûte, je dis, putain, c'est top, bah, vas-y. Je m'en fous de la façon qu'elle est. Et moi, je le fais d'une façon. Et pourtant, je vais dire, c'était en plein service. Toi, je m'en fous complètement qu'elle mette son truc à droite, à gauche, tout ça. Dès l'instant qu'il y a le truc qui fait que, et elle avait emmené le truc qui faisait que, donc la personne a eu son émotion au moment qu'il fait. Alors, c'est pas évident à comprendre, n'est pas évident à transmettre. Mais c'est justement ça la force du truc, tu vois. Donc, il y a 15 ans, quand j'ai ouvert ici, moi, mon obsession, ça a été de vraiment le combat contre toutes les institutions gastronomiques qui mettaient tout le monde dans des cases. Tu vois,
Tu devais faire du bistrot, tu devais faire de la brasserie, tu devais faire du terroir, tu devais faire de la gastronomie, et tu ne pouvais surtout pas faire tout en même temps, ou surtout pas déranger. Là. Et ça me casse les couilles, mais à un point où vraiment... Là. Donc, moi, j'ai dit stop, on va tout faire. Je fais tout. Si je suis capable de tout faire, pourquoi est-ce que... Qui va m'en empêcher ? Qui va m'empêcher de faire ici un menu gastronomique où tu peux mettre sur un 3 mac, là, un confit de canard, une blanquette de veau, ou un riz au lait. Qui va m'empêcher de le faire ? Personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je suis parti à partir de là. C'est inclassable. Et j'ai tu vois, Jean-Luc Petit-Renaud, qui est vraiment un ami, quelqu'un que j'aime profondément. Au départ, moi, tu as tous les journalistes. En plus, Laura de M. Candebord, de La Régalade. Donc c'était une foison de journalistes. Et donc on faisait hyper gaffe. Et puis surtout que le soir, toi, le premier jour, on faisait 80 couverts, 70 couverts le premier jour, le soir. Le midi, on était complet. Et on a augmenté. On est arrivé au bout d'une semaine, on faisait quasiment 100 couverts tous les soirs. Et tous les midis, on faisait 50 couverts. C'est la folie, j'étais tout seul en cuisine, c'était la folie. Monsieur Candebord, il m'appelle, il dit t'arrêtes parce que tu vas arrêter là, t'es dingue. Et donc, si tu veux, on avait une certaine folie qui te faisait que c'est la roue qui amorçait. Voilà. Et Jean-Luc vient à midi, où je fais une multitude. À l'époque, je faisais des tapas, enfin plein de trucs. Quitte, on s'embrasse, prend le taxi, va directement à La Régalade, va voir M. Candebord, lui dit il est cinglé. Dis-lui d'arrêter, il est taré. S'il fait ça, c'est terminé, on va le démonter, etc. Le chef, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que t'as fait ? Je dis j'ai rien fait, j'ai fait ça. Il dit arrête, c'est bon. C'est bon, s'ils sont pas capables de comprendre. Et moi, j'ai continué comme ça, en disant merde à tout le monde. Et quelque part, ça a été aussi pourquoi le côté inclassable, côté caractère de merde, côté cinglé, toute, si tu veux, l'enveloppe qui m'a été appropriée, qui quelque part pas fausse. Hein. Et le fait de voir aussi en cuisine comment j'étais, parce que j'ai voulu ouvrir la cuisine également. J'ai ouvert la cuisine d'entrée quand j'ai commencé. Tu voulais montrer la vérité. Je voulais montrer la réalité de notre métier. Ouais. Les joies, les cris, les pleurs, les peines, tu vois, la difficulté, ou quand il y a un truc qui crame, ça va à la poubelle, enfin, etc. Donc c'est pour ça, si tu veux, de montrer vraiment à vif, chaque jour, ce qui était, c'est comme ça. Et on l'a gardé actuellement. Et souvent, les cuisines ouvertes, souvent... on remarque que les chefs, les équipes sont plus calmes, justement, elles sont obligées de se maîtriser pour pas montrer cette réalité. Toi, c'était différent. Il y a 15 ans, quand j'ai ouvert ma cuisine, je pense que j'ai dû être le seul à ouvrir sa cuisine comme ça. Et je l'ai ouverte d'une façon où tu étais confronté vraiment à la réalité. Ouais, t'es dans le prolongement. Enfin, c'est vrai que c'est pas une cuisine spectacle, c'était vraiment... Non, c'était vraiment, tu voyais vraiment la réalité. Et tous, ils m'ont dit, arrête, t'es avec ton caractère, la façon que tu n'auras plus un client. Et non, j'ai dit non, je veux absolument le faire. Si tu veux, quand j'ai une idée en tête, je l'ai en tête et je fais en sorte d'aller au bout du truc. Et non, et la preuve, tu vois, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et ça continue à fonctionner. Après, tu vas voir sur TripAdvisor, t'as la moitié qui veulent me brûler et t'as la moitié qui en sens ce qu'on a fait. Donc après, mais tu pourras jamais plaire à tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'essentiel, c'est de rester droit dans tes baskets et de garder cette liberté. Fidèle à toi-même. Tu vois. Et toi, tu travailles pas avec des robots. Tu t'es pas dire à tes cuisiniers, t'as ta vitre et puis comporte-toi comme ça. Non, comporte-toi comme tu dois être. Et en salle, c'est pareil. J'ai pas des gens qui sont pas des robots à poser les assiettes. Je veux qu'ils soient comme ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités. Et c'est ça qui va emmener les choses. Tu vois. C'est pour ça qu'il fait cette différence. Et j'ai lu que tu disais vouloir former des individus libres, justement. Bah oui. L'anecdote. Comment tu fais l'anecdote que je te disais là par rapport à Lisa, former des individus libres, c'est former des individus qui pensent par eux-mêmes. Déjà, c'est pas former des individus en leur disant qui reproduisent. Voilà. Moi, j'ai pas reproduit un seul truc de ce que j'ai vécu pendant 12 ans avec Yves. D'où la création de ce riz au lait là, il y a 15 ans, où je voulais absolument pas faire un riz au lait comme on faisait. J'aurais pu prendre le riz au lait au caramel et continuer. Ou la pomme macaire comme on a fait. Non, c'est pas ça qui est intéressant. C'est de créer quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est pas facile. J'ai 2 filles, je fais en sorte qu'elles soient libres, mes filles. Elles ont bien compris. Hein. Surtout la deuxième, elle a bien compris. Hein. C'est la liberté, mais tu sais, tu vois l'exemple de la deuxième qui a bien compris ce côté liberté, ce côté d'aller vers les autres, d'aider les autres, etc. À 11 ans, quand tu vas défendre la gamine qui se fait harceler et que tu l'emmènes et tu vas voir le proviseur, tu dis non, il y a ça, c'est ça la liberté. C'est la liberté de pouvoir penser par soi-même et de pouvoir se confronter justement à la difficulté. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, se confronter à la difficulté, chaque service, tu es sur un fil. Tu sais pas comment ça va se passer. Ce jour-là, tu vas cette énergie-là, cette intonation. Tu en as parlé avec Patricia. Patricia, c'est elle également qui fait la vaisselle de David Toutain. Et j'ai rencontré grâce à David. Et c'est un personnage que j'adore vraiment particulièrement parce qu'on a cette même ADN dans 2 métiers différents mais qui se rejoignent. C'est qu'elle ne peut pas reproduire 2 fois la même chose parce que comme c'est simple, on a
l'énergie du mardi ne sera pas la même que du mercredi. C'est de jouer vraiment avec ces énergies, c'est de façon d'être, de penser. Et comme chacun vous êtes, aujourd'hui vous êtes comme ça, vous êtes, voilà, on est là à discuter, on est attentionné, on a ce truc, et demain, passera autre chose. Et demain, on parlera différemment. Et donc, c'est jouer avec ça, si tu veux. Et d'emmener les gens vers cette liberté, c'est de dire, voilà, trouvez ce que vous êtes aujourd'hui, allez sur ce que vous êtes aujourd'hui, et développez ce que vous êtes aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et puis demain, ça sera un autre jour. Mais demain, on va le recréer, mais différemment. Mais le leitmotiv, si tu veux, le leitmotiv, c'est garder la qualité, le respect, et de garder vraiment l'ADN de ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Après, chacun est différent, c'est jouer avec les choses. Tu vois oui, accompagner cette liberté. Voilà, accompagner les gens, les porter pour aller vers cette liberté. Dans ce cadre-là. C'est pas de former des gens pour qu'ils soient, tu vois, dire voilà, c'est des produits amusants. Enfin, tu vois, c'est rare chez les chefs. Ça, chacun fait comme il veut, tu sais. T'as pas, chacun fait comme il veut. Tu sais. Tu te mets pas de barrière, toi? J'ai aucune barrière. Tu sais, je vais passer une fois sur Terre, c'est pas pour mettre des barrières, hein, chérie. Ça. Bon, il y a une tradition dans ce podcast, c'est l'interview dans l'interview que j'appelle aller-retour. Oh là, mon Dieu. Ton âge? Moi, 22 ans. Plus. Pardon? Plus 20? Non. Bon, ça déconne. Je crois que c'était une interview dans l'interview, c'est du tac au tac. Oui ou non? C'est pas ça? Ah, parce qu'on n'a pas le droit de mentir, pardon. Ton âge mental. Mon âge mental, 12 ans. Ma fille te dirait, papa, il a jamais été à l'école, donc tu sais, après ça... Ton signe astrologique. Scorpion. Ton plat signature. Aucun. Celui que j'ai pas. Non, celui que j'ai pas encore fait. Alors surtout pas. Le riolet, c'est bon. Le riolet là, il vient d'être classé dans les 10 desserts les meilleurs au monde, à côté de Cédric Grolet, des stars, etc. C'est certainement pas le riolet. Alors là, je vais te dire, c'est le plat que j'ai pas encore fait. Donc, ton plat préféré que tu manges? Me retrouver autour d'une table avec des potes, tranquille, une belle conversation. Peu importe le plat. Ça peut être avec une baguette, un bout de fromage, ou ça, c'est pas le. Le chef que tu admires le plus? Que j'admire le plus, j'ai pas d'admiration proprement dit pour certainement Yves Cornebord par rapport à la liberté qu'il a lui-même et ne jamais être rentré dans des institutions, même si on peut se prendre le bec de nombreuses fois pour ce truc. Mais c'est surtout pour garder cette liberté qu'il a toujours eue et qui m'a vraiment inspiré par rapport à ce que je fais. Tu vois. Ton ingrédient préféré? Mon ingrédient préféré, il y en a tellement que, oh mon Dieu. T'es pas le bon client pour cette interview. Non. C'est vrai en plus. Parce que mon ingrédient préféré, ça va des épices, donc le mot est large. L'huile d'olive. Si tu veux, mes 3 objets indispensables pour travailler, alors je te le refais à l'envers, c'est mon ordinateur, mon iPhone et mon couteau. J'allais te poser la question après ton ustensile préféré. J'en ai 3. Okay. Donc je te le refais à l'envers, mon couteau, mon iPhone et mon ordinateur. Et ton ingrédient détesté? J'en ai pas beaucoup. Ah si, j'aime pas trop la cardamone comme, tu vois. C'est pas détesté, c'est que je sais pas, j'ai du mal à, tu vois, la cardamone, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à l'aimer. Ouais, pourtant tu vois, je travaille beaucoup sur l'amertume, on a fait beaucoup d'évolutions sur les matières, donc le citron noir, etc. Des choses qu'on a créé beaucoup de choses. Mais la cardamone, c'est vrai que ça a toujours été un obstacle. Peut-être parce que je me suis jamais... Et les fermentations, tu vois. Les fermentations, c'est quelque chose de très... J'en parlais avec Anton, qui est à Biarritz, qui a l'élément à Biarritz, qui j'ai eu la chance de passer 3 jours en Corse, avec Eric Hospital et puis Ramuccio, qui est très pointu sur les fermentations de ça. Et c'est vrai que je pense que quand je commencerai à m'intéresser vraiment aux fermentations, parce que maintenant tout le monde fait des fermentations à droite, à gauche, et le jour où il y en a un qui crèvera grâce à ça ou à cause de ça, ça fera réfléchir un peu tout le monde, se dire voilà, peut-être que je maîtrise pas. Et donc tant que tu maîtrises pas quelque chose, tu vas pas au bout. Mais le pire c'est que c'est vrai. Donc j'en parlais avec Anton et je pense que quand je commencerai à m'intéresser à ça, c'est que j'irai faire un stage chez lui. Parce que justement il a cette liberté que j'aime en lui, de pouvoir être un peu dingue et puis tu vois. Ton dernier meilleur repas? Mon dernier meilleur repas au Shangri-La. Au gastro ou non, au chinois. Au chinois. Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir? Un cube vide, un grand hangar, des tables en bois, des tréteaux, une cuisine ouverte et faire du 18 étoiles Michelin. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait? Je sais pas, les compliments ça me... Que je suis dingue peut-être. Et les critiques? Voilà, les critiques, mon Dieu, ouais. Que je dois être un peu dingue. Un peu fou. Tu vois le truc? C'est quoi la cuisine pour toi? Cuisine, pour moi, c'est la liberté, c'est vraiment, tu vois, quand j'en ai plein le cul, tranquillou,
je descends le dimanche ici, quand ma fille elle est avec moi, et on se vide la tête. C'est un repos. Voilà, c'est exactement ça. C'est un repos. Et qu'est-ce qui guide tes assiettes? Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le moment qui fait que. Tu vois, on en parlait avec Maxime tout à l'heure, et par rapport à Patricia, ce qu'elle disait, qu'elle ne reproduit jamais 2 assiettes pareilles. Et ben, quand tu vas manger un menu dégustation, toutes les personnes qui vont être là, si vous faites un menu dégustation chacun, et ben, chaque personne aura un truc différent. Parce que justement, chaque composition d'assiette sera différente par rapport au geste et au moment qui fait que. Et tu regardes beaucoup aussi les clients du pass. Ah, c'est très important de T'es regarder. en interaction avec eux sans qu'ils le voient. Quelque part, quand tu rentres dans un service, tu rentres dans certaines transes qui fait que tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, tu es concentré sur l'environnement où tu es. C'est-à-dire qu'une intonation, une voix, un geste, un truc, un sourcil qui va faire, a un truc derrière. Stéphane Gégaud vous regarde. C'est un peu ça. Ça peut me faire peur. Non, mais c'est ça, si tu veux, et en même temps, ça peut sembler le côté spectacle, mais quelque part, si tu veux, de regarder la personne qui va dire waouh, c'est parce que justement, ce que tu vas mettre dans ton assiette ne va pas lui convenir. Donc c'est à toi de réagir à ce moment-là, et puis justement, juste d'aller vers la personne, ça va pas, il y a un truc. Quand tu vas au restaurant, 99% du temps, tu vas jamais dire au mec, même si on te sert de la merde. Parce que t'es bien élevé, parce que t'oses pas, parce que tu sais pas la réaction de l'autre. C'est facile, hein. Ouais. C'est plus difficile de dire qu'on n'aime pas qu'on aime. Voilà, exact. Toi, donc là, tu restes, et puis finalement tu pars, tu dis c'est un connard, c'est de la merde. Mais si tu vas vers la personne, tu dis il y a un problème, etc. De suite, tu vas, parce que ça peut arriver. Ça coup, tu transformes la chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu transformes le fait, tu peux déjà d'une te tromper, tu peux avoir réagi sur un truc que tu pensais être bon sur la personne, mais qui n'est pas ça. Tu vois? Donc c'est pour ça, c'est d'aller et d'être sensible à comprendre la personne qui est hyper importante. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est d'arriver à pousser la personne quelque part dans ses retranchements pour qu'il se libère et te dit, voilà, il y a un truc qui va pas. Et s'il y a un truc qui va pas, eh ben toi, ça doit t'apporter à changer le truc. Tu vois le... Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Quand je serai mort. Quand je réussirai, enfin, au bout du bout. Mais tu vois, la dénomination de chef, c'est quoi? C'est que tout le monde t'appelle chef. Je sais pas, c'est quand tu rentres dans une cuisine ou la façon. Je pense que on t'appelle chef d'une façon par rapport à ce que tu es, ce que tu dégages, et par rapport à ce que tu vas vers l'autre, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es chef, ça veut rien dire. Non, mais toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'as senti en toi que tu vois, t'avais. Non, pas particulièrement. Une aura de chef ou... Pour moi, ça veut rien dire. Ça s'appelle se brosser l'ego, et ça veut rien dire du tout. Ça, je vais te dire. Non, la responsabilité d'une équipe, là, la ça, c'est différent. responsabilité d'une cuisine. Là, la responsabilité d'une équipe, c'est dès le moment où tu mets le doigt sur le projet que tu veux construire et que tu prends les gens autour de toi. Donc, à partir de ce moment-là, de cette étincelle-là, tu es responsable de toutes les personnes, que ce soit dans ton établissement ou hors ton établissement. C'est-à-dire que la personne elle a un souci dans sa vie, tu dois être à ses côtés. Ça fait partie du jeu. Tu l'as senti ici ou avant? Aussitôt que j'ai décidé de faire ce que j'ai fait. Ça a toujours été... après, tu es responsable. Voilà. Puis je pense que je suis assez responsable, même si quelqu'un se fait agresser dans la rue, pour aller le défendre sans rester regardé. Ça n'a jamais fait partie de mon ADN de tourner la tête du truc. Donc, ça fait partie de ton rôle de chef, du rôle d'un chef? Ça, c'est inévitable. Pour moi, c'est pour ça, d'où l'accompagnement social, d'où la réinsertion sociale, d'où prendre les gens. Le but du jeu, c'est de prendre les gens et les emmener au paroxysme même de ce qui doit être dans la vie, dans le monde professionnel. Sinon, ça sert à rien. Si le gamin, il vient là, il va pas rester à côté de moi, bénin comme une statue. Le but du jeu, c'est le faire évoluer. Après, chacun a son stade d'évolution. Ça, il faut comprendre. Ça, moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Ouais. J'ai eu du mal à le comprendre parce que j'ai toujours voulu que ça aille plus. Mais à un moment, tu peux pas. C'est du cas par cas, ouais. Ouais, à un moment, c'est du cas par cas et tu peux pas aller plus. Ou alors, il faut passer sur des dimensions comme nous, on a pu faire. Et c'est compliqué. Et chacun n'est pas toujours apte à se faire aussi mal qu'on a pu se faire pour se dépasser par rapport à ce qu'on est. Alors, on parlait de la vérité de la cuisine tout à l'heure, enfin de la cuisine géographique ici. Géographique, ouais. C'est le mot géographique. Non, mais on peut t'entendre des fois hausser la voix en cuisine. T'es comment, toi, avec tes équipes? Comme on est là, avant le service, et quand le service commence, c'est comme Stallone dans Over the Top, il tourne la casquette. Et ça fait peur. Je vois que mademoiselle, elle est presque évanouie. Elle est dingue. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a un état d'esprit il y a un vrai
un vrai changement d'état d'esprit. Et service, c'est service. Tout ce qui arrive au service, c'est le service. Le service, c'est une dictature, quelque part. c'est vraiment une dictature. T'es perfectionniste. Enfin, je vois des choses dans le truc qui est compliqué à exprimer, si tu veux. Je vois des choses que tu es capable avant que tu es capable de le faire. Et donc, ça fait partie des choses compliquées par rapport à tes collaborateurs, à sentir, même respirer, toucher, etc. Tu es capable de leur dire arrête. Donc, ça peut faire peur. C'est une sensibilité, parce que vu que j'ai appris mon métier, si tu veux, par intuition et par sensibilité, et juste par instinct. T'es sensible à ça. Ouais, tu développes ton instinct par rapport à. Donc ça peut être compliqué. Pour les autres surtout. Ça peut paraître bordélique quand on voit de l'extérieur, mais c'est très organisé dans ta tête. C'est ultra militaire. Ouais. Ah ouais. Et surtout dans ta tête. Dans ma tête, c'est très carré. Ah oui. Ça a l'air très organisé, même si. Non, je suis ultra. Si tu veux, je fais de la schizophrénie utile. Donc, je suis plusieurs moi-même en moi-même. D'où l'organisation militaire. Sinon, ça serait impossible. Mais c'est extrêmement important, justement, d'avoir cette organisation vraiment militaire pour pouvoir arriver à faire ce vrai bordel organisé et pouvoir développer, justement, cet esprit de liberté. On peut créer notre liberté, on peut aller dans notre liberté parce qu'on a justement des bases qui sont soudées. Tu peux pas te dire je vais faire ma liberté à droite. Non. Mais tu peux prendre même un Picasso, dans sa tête il peut être dingue, mais quelque part les règles, elles sont les règles. Tu vois ? Ça permet d'aller plus loin. Justement, c'est justement ça qui nous permet d'aller plus loin. Toi par exemple tu vas faire un lièvre à la royale qui va être traditionnel de être traditionnel. Et ce lièvre à la royale là, tu peux le détourner de milliards de façons. Si je prends l'exemple avec le Founing, ce qu'on avait fait, c'est à la piscine Molitor, on avait fait on a pris les plats traditionnels, mais détourné de trucs de dingue. J'avais fait un lièvre à la royale aux fraises Tagada. Donc, et en même temps, quand tu mangeais ça, c'est dingue parce que ça accroche. Mais tu peux pas le faire si tu sais pas faire le lièvre à la royale traditionnel. Si t'as pas un lièvre à la royale qui est le meilleur lièvre à la royale du monde, c'est pas possible. Ouais. Ce jour-là, il doit être le meilleur lièvre à la royale du monde. Sinon, c'est impossible. Et quand tu regardes vraiment la carcasse du plat, tu dis ça marche en plus. Parce que la fraise, c'est sucré, ça a un côté, si tu veux, doux, réconfortant. Le lièvre, un côté fort, rustique, animal. Et si tu veux, les deux ensemble vont complètement switcher. Ouais. Tu vois ? Et en même temps, le côté, si tu veux, industriel de la fraise Tagada va être complètement camouflé par rapport à cette complexité du lièvre. Et donc, tu vas obtenir quelque chose de complexe et tu as emmené ce côté féminin surtout. Ça peut être bizarre. Hein. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens que j'interviewe. Est-ce que tu te sens chef, restaurateur ou cuisinier ? Je me sens déjà moi-même. Comment tu te présentes aux gens que tu connais cuisinier. Pas ? Cuisinier. Ouais. Cuisinier, restaurateur. Si tu veux, je fais pas vraiment importance. Je me présente déjà pas. Donc, c'est le mec qui aime que tout le monde le connaisse. C'est dingue. Ça, c'est une des facettes à moi. Non. Je me présente déjà pas. J'arrive déjà pas en me présentant. Je me présente Stéphane, c'est tout. C'était l'occasion. Quand on me demande, je m'appelle Stéphane. Je présente Stéphane, c'est tout. Après, c'est pour ça que tu vois, t'arrives pas, t'es chef, t'es machin. Non, mais si on te demande, tu dis cuisinier, tu dis. Ouais, je suis restaurateur, c'est tout. Je vais pas. Un peu, t'es les trois à la fois. Bah oui, je suis chef, restaurateur. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre ? Non. J'ai déjà assez de complexité en moi-même. S'il fallait encore, je m'intéresse à savoir. Non, quand tu te présentes, voilà, tu te présentes par ton prénom. Puis après, voilà. T'es pas là de mettre en avant parce que t'es chef, t'es restaurateur, t'as ceci, t'as cela. T'as les médailles où le gars il arrive, il te balance toutes ses médailles. Là, j'en ai qui m'ont fait ça quelques-uns. Il y en a une qui te manque de médailles ? Aucune. Non, je n'ai pas besoin de médailles. J'ai besoin de moi qu'on me laisse tranquille. Liberté. Je voulais parler de la petite histoire avec l'inspecteur. Tu parles du Michelin, je suis passé au-dessus. Non, tu respectes pas qui on est, c'est toujours pareil. Tu me respectes, tu respectes mes équipes, tu respectes qui on est. Et ben c'est voilà, on avance. T'en as sorti un et si tu respectes pas qui on est, ben ça se passe. Non, j'ai pas sorti un, j'ai sorti le grand patron où je voulais lui péter la tête. Donc c'est différent. À l'époque, c'était Jean-Luc Naret. Mais peu importe, si tu veux, ça a fait écrire les choses. On a été éjectés pendant 6 ans du Michelin. Ils sont revenus à genoux pour nous remettre dedans. Donc c'est ça qui a à mourir de rire, si tu veux. Là, par contre, ça me fait rire. Ce genre d'histoire, ça me fait rire. Et t'aimerais une étoile ou pas du tout ? Non, j'aurais aimé une étoile il y a 10 ans qui aurait fait avancer un peu plus le schmilblick, pas par rapport à moi,
par rapport à ce qu'on est tous. L'étoile aura été pour tout le monde. Et c'est ça qui est important. L'étoile aura été pour l'environnement de la bistronomie. Oui. Parce que mettre une étoile à un type qui fait certainement bien des raviolis, etc., en Chine, ou c'est là, dans un boui-boui que personne n'a, c'est se foutre de notre gueule. Non, mais c'est la réalité. Alors que le gars, il est certainement il doit faire des trucs de dingue, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça a mais rien. c'est se foutre de notre gueule. C'est prendre, tu vas c'est dans prendre, un boui-boui, quasiment. Enfin, c'est moi, prendre j'y une suis multitude allée, de gamins qui rêvent pour des cons. C'est tout. Mais c'est la réalité. On pouvait débattre autant que tu voulais, tourner les problèmes dans tous les sens. C'est pas la même grille de jugement. Enfin... Et ben alors pourquoi c'est pas la même grille? Normalement c'est impartial. Normalement c'est impartial. Normalement les règles sont faites pour tout le monde, les codes sont faits pour tout le monde. Alors c'est quoi la partialité? C'est quoi les règles? C'est quoi? C'est que ici c'est politiquement incorrect de mettre une étoile à un gamin qui est dans un resto de merde mais qui fait super bien à bouffer, qui respecte les traçabilités, qui respecte tout ça. C'est quoi? C'est politiquement incorrect? Parce que t'es pas dans les cases et les codes? Eh ben non, ça marche pas comme ça. Enfin bref. On va parler d'un thème plus sympa, le Refugee Food Festival, pour lequel tu t'investis. Tu es devenu le mentor. Pas le mentor, non, c'est investi. Non, je me suis investi avec eux il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Ouais. Avec Mohamed Al-Kadi, qui est, on est de compères, et Marie et Louis, bien entendu, qui sont eux à l'initiative de ce projet. Festival, si tu veux, le projet est simple, tous les deux ils sortent d'école, ont voyagé dans le monde entier, sont passionnés, surtout ils aiment les gens. Ils aiment les gens, ils ont une nature vraiment, ils ont cette nature de gentil et de vraiment d'aller vers l'autre. C'est des gens vraiment que j'aime profondément. C'est vraiment fait partie vraiment de ma famille là, tu vois. Et ils sont revenus de ces voyages. Ils se sont dit putain, c'est vrai que d'aller vers l'autre, c'est par rapport au biais de la gastronomie, on peut faire des choses. Et il y a Laïla, là, ma collaboratrice, qui me dit tiens, j'ai un truc pour toi. Puis j'étais avec ma fille. Avec mon bébé, et du coup on s'est dit tiens, choisis toi parmi tous ces gens là et on va faire une sorte de 4 mains, un truc comme ça. Ouais. Et on a creusé et on a vraiment monté quelque chose de puissant. Vous avez monté un restaurant à Grande Contrôle. On a monté vraiment quelque chose de puissant, on a monté quelque chose d'international, de puissant, et qui, au lieu de mettre, si tu veux, le mouchoir sur la merde, et ben là l'idée c'est de créer quelque chose pour au moins donner des solutions et apporter quelque chose aux gens pour pouvoir se réinsérer par le biais de la gastronomie. Emmener les codes gastronomiques. Le mot gastronomique est très important. Le mot gastronomique, c'est pas une enveloppe juste comme ça pour faire beau et joli. C'est quelque chose de très important pour que les gens de l'extérieur voient quelque chose de beau et de valorisant. Parce que si tu dis simplement, le gars, il est syrien, il apprend à faire la cuisine, dans la tête des gens, il dit, c'est encore un arabe de plus qui va à la métro, chercher son petit chariot et chercher son houmous. Non, mais c'est la réalité. Mais malheureusement, c'est la réalité. Sauf que quand tu emmènes les gens dans des codes, vraiment d'aller vers la traçabilité des choses, d'aller vers les artisans, les producteurs, et quand le gars, il va pas chercher son houmous tout fait à métro, il va chercher l'agriculteur qui va lui faire le pois chiche, etc., etc., les gens, quelque part, ne regardent pas comme un type qui va prendre le pain de la bouche de l'autre, mais il regarde comme une personne à part entière qui a décidé d'aller vers un métier avec les artisans et d'aller vers un métier qui le passionne. Toi, Mohamed Al-Kadi, là, qui fait ses épices maintenant et de complicité avec Rollinger. Nabil Attar à Orléans, qui a ouvert son restaurant, qui fait partie de la meilleure table d'Orléans, etc., etc. Mais tu vois, tu les aides aussi à passer du côté professionnel. Bien entendu. Il y avait la chef géorgienne, elle est dentiste. Ouais, elle est dentiste. Nabil, il travaillait dans une banque. Nabil aussi, il était Nabil travaillait dans une banque. Chaque personne, si tu veux, on identifie chaque personne qui a un potentiel humain quelque part de pouvoir d'avancer par rapport à ce métier. Et on passe par des phases assez compliquées. Ouais. Tu vois, ici, ça sert de base la migeon sert de base de retranchement quelque part, et de cassure. La migeon, si tu veux, sert de fragmentation. Ce que je vais vous dire va vous paraître très dur, mais ce qui est la réalité, c'est que, par exemple, l'exemple de Magda qui a créé une clinique dentaire en Géorgie, par rapport au régime, il s'est fait détruire, dégager, etc. Et arrivé à parcourir l'Europe, arrivé en France, avec mari, enfant, etc. Et là, on l'a pris à la résidence, donc femme de caractère. Et comment ça on le fait, c'est qu'on emmène les gens à la Mijan, on les emmène dans un contexte professionnel, équipe et tout, et là, on opère une fracture.
on opère une cassure. On les brise quelque part pour pouvoir reconstruire sur un terreau vierge et pour qu'ils puissent justement alimenter de ce qu'ils étaient ce terreau vierge pour avancer. Et quand tu vois maintenant l'évolution qu'elle a et comment elle est, c'est juste admirable et incroyable. Tu vois, maintenant elle est capable de prendre une situation de restauratrice par rapport à l'évolution qu'elle a faite par rapport à la résidence. Et elle est capable de s'autogérer dans un restaurant, de gérer ici. Mais c'est pour ça que c'est un travail vraiment important et un travail compliqué dans le sens où là, on n'est pas du tout à cacher le truc. On est vraiment à secouer la merde. On est vraiment à secouer vraiment ce qu'il y a de plus négatif. Faire sortir le positif. Voilà, exactement. Ouais. Pour faire sortir vraiment le positif. Ouais. On ne donne pas la bouteille d'eau parce qu'ils ont soif. On leur donne la pelle pour qu'ils creusent le puits. Et ce puits-là, il faut le creuser, mais comme toute chose, c'est compliqué. Mais on est là, on les soutient. Toi, Nabil, je dois lui parler 50 fois dans la semaine. Et c'est pour ça que quand j'ai mon iPhone... Tu continues à le soutenir, même maintenant qu'il a lancé son restaurant. Ça, je serai toujours à ses côtés. Tu fais le service après-vente. Ouais, je fais le service après-vente, je serai toujours à ses côtés. C'est pour ça que mon ordinateur, mon iPhone sont les choses très importantes pour moi. Déjà d'une pour la relation avec tout le monde, relation avec producteurs, artisans. J'ai des pêcheurs qui sont en mer, ils m'emmènent des photos des poissons. J'ai des mecs qui pêchent, mais c'est parce que on n'est pas que des bourricots, toi. On n'est pas des bourricots de cuisiniers enfermés dans notre cuisine à se dire on va voir notre producteur, on prend notre petit vélo. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que transmettre tout ça aux personnes qui rentrent dans le process du Réfugié Food Festival est important. Tu vois. Tu t'arrêtes jamais, toi? Si, regarde, là, dans 2 minutes, on va s'arrêter parce que là, on va aller bosser. C'est quoi ton prochain projet? Mon prochain projet, déjà, je finis ce que je fais là. Mon prochain projet, donc déjà avec la résidence, on va, avec Marine et Louis, donc on va vraiment... Là, maintenant, j'ai fini de monter là, donc Grain Contrôle là-bas. Donc je continue parce que je suis tous les jours. Je ne monte pas un projet pour mettre mon nom et partir. T'as ton scooter? J'ai un scooter qui marche très bien. Qui vole. J'avais oublié mon scooter. C'est le scooter qui marche très très bien. Ça fait partie très très vite. Préféré. Là. Des fois, je suis plus sur mon scooter. Non, parce que si tu veux, c'est pour ça que le lien, si tu veux, avec ça peut être drôle, mais c'est avec l'iPhone et tout ça, pour moi, scolairement parlant, quand tu sors de 4e, t'as pas fait d'études, après tu es obligé de compenser par certaines choses. Donc je remercie Apple d'avoir été créé pour moi. Tu vois, le côté intuitif et instinctif, voilà, je remercie Apple. C'est grâce à Apple que je navigue avec mon iPhone ou mon ordinateur, voilà, sans avoir fait d'études et ça me permet moi d'aller beaucoup plus vite. Tu vois. Mais c'est vrai que tu fais pas les projets pour mettre ton nom et faire le malin. Tu es tous les jours, t'assumes ton rôle. Assumer les conséquences. Et les conséquences surtout. Et les conséquences. J'aimerais te demander une dernière chose, la recette de la crème de parmesan. Mais il n'y a pas de souci, ça fait 12 ans maintenant que je l'ai créée. Ça fait 12 ans qu'elle est sur le net. Donc, Tu nous la donnes quand même? Mais oui, c'est 500 grammes de parmesan, 4 oignons, 3 litres de lait, 3 litres de crème, 3 litres de bouillon. Et on mixe, on fait cuire. Et non, justement, la particularité de ça, c'est comme le riz au lait. Si tu respectes, tu fais un truc de dingue. Si tu respectes pas, tu fais de la merde. Tu mets tes oignons à suer avec une pointe de beurre, une pointe d'huile d'olive, sans coloration. Tu mets 250 grammes de parmesan dedans. Tu mets ton liquide. Tu attends que tout soit fondu à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Tu exploses tout, tous les arômes, toutes les saveurs. Et là, après, tu remets ton autre partie de parmesan. Si tu mets tout en même temps, tu auras le côté astringent du parmesan, le côté qui va te râper et qui va pas être bon. Si tu veux avoir la force du parmesan, tu n'auras rien de côté floral, tu n'auras rien de printanier. Mais si tu divises ton parmesan en deux, tu auras la force du parmesan qui va arriver sur le premier jet, et ensuite tu vas arriver à ce côté printanier et floral du parmesan. Après, tu mets ce que tu veux. Tu mets des truffes, tu mets des graines, tu peux faire ce que tu veux. Après, si tu veux, là, c'est une soupe, proprement dit, que tu agrémentes comme tu veux, mais ça peut être un cappuccino, ça peut être un élément en siphon, ça peut être une gelée également. Tu peux en faire une guimauve même. Toi, tu le prends, tu le gélifies, tu coupes des dés, tu mélanges ça avec une petite panure de ce que tu veux, du sésame par exemple, ça te fait une guimauve au parmesan au sésame. C'est infini, si tu veux. La liberté, elle est là. C'est de créer des bases qui sont ultra solides, et après, tu en fais ce que tu veux. Merci Stéphane. Mais je t'en prie, mademoiselle. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous à la Mi-Jean, 27 rue Mallard, dans le 7e arrondissement de Paris, ou pour quelques mois, au Grand Contrôle des Champs, au 26 avenue des Champs-Élysées, dans le 8e cette fois-ci.
Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux